Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un concept qui est fondamental en philosophie et qui a traversé son histoire, à savoir le concept de nature. Le concept de nature est d'autant plus intéressant qu'il a aujourd'hui une place prépondérante dans l'actualité scientifique et politique. Or, je me disais que pour être plus clair sur ce qu'on entend par nature, il serait intéressant d'en apporter un certain éclairage conceptuel en allant explorer différentes conceptions qui ont été faites de la nature dans l'histoire de la philosophie. Donc, tout d'abord, commençons par donner une définition du concept de nature. Le concept de nature peut être entendu d'au moins trois manières. Voilà, j'en ai répertorié trois, mais il ne s'agit pas là d'une liste exclusive. Le premier sens, c'est un sens qu'on pourrait dire anthropique, au sens où c'est un sens qui a été créé par les hommes, ou plutôt qui fait intervenir le concept d'humain, puisque c'est un sens qui considère la nature comme ce qui n'est pas humain, c'est-à-dire l'entièreté de la réalité matérielle, en tant que distincte des productions humaines et historiques. En philosophie, on dirait dans ce cas-là que l'on a d'un côté la nature et de l'autre côté la culture. La culture non pas au sens de la haute culture, vous savez, des beaux-arts, des grandes œuvres, des grandes constructions architecturales, etc., etc. Non, le terme de culture, il est plutôt ici à entendre au sens de l'ensemble des productions et des interactions humaines d'une certaine société. C'est plutôt au sens où on parle, par exemple, vous savez, de la culture maya, de la culture galloise, etc., etc. Le deuxième sens que l'on peut apporter, c'est un sens plutôt cosmologique, au sens où il renvoie à tout ce qui existe en tant qu'objet, mais également en tant que cause de ce qui existe. Attention, quand je parle de cause de ce qui existe, il est important de garder à l'esprit qu'il s'agit des causes de ce qui existe d'un point de vue immanent. Donc immanent, c'est un de ces grands mots philosophiques, mais pour parler tout simplement de ce qui reste sur Terre. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler, en utilisant le terme de nature, d'un Dieu qui serait transcendant, qui serait au-delà de l'univers et qui viendrait créer le monde, par exemple, en 7 jours, mais un monde qui n'existerait pas avant son intervention. On parle de causes immanentes au sens où, par exemple, le mélange d'oxygène et d'hydrogène vient causer de l'eau. Donc, ce concept cosmologique de nature, il va venir s'opposer à ce qui est surnaturel, au transcendant. Et enfin, un troisième sens que l'on peut dégager du concept de nature, ce serait un sens plutôt ontologique. Donc, ontologique, un grand mot encore une fois pour dire quelque chose d'assez simple. L'ontologie, ça vient de on et de logos en grec. On qui signifie la chose et logos qui signifie dans ce contexte l'étude. Donc l'ontologie, c'est ce qui vient étudier toutes les choses en tant qu'elles existent, au niveau le plus général du terme. Et donc, ce concept de nature, au sens ontologique, il va signifier l'essence d'une chose. Quand on parle de la nature de quelque chose, on entend ce qui fait quelle est cette chose et pas autre chose. Et dans ce cas-là, on va plutôt opposer ce concept de nature au concept de dénaturation ou de mutation. Quand on dit que ce n'est pas naturel pour quelque chose, on entend que c'est contraire à ce qu'elle est fondamentalement. Donc voilà, faire attention à bien préciser, quand on parle de quelque chose de naturel ou de la nature, à préciser en quel sens on entend ce mot. C'est important de faire la distinction entre ces trois-là, parce que, par exemple, si j'utilise le sens ontologique de nature, savoir au sens de la nature d'une chose, de son essence, on peut tout à fait parler de la nature de certaines choses en tant qu'elles sont produites par des êtres humains. Je peux par exemple parler de l'essence de la nature, pardon, de mon téléphone, de son essence. Je peux dire que la nature de mon ordinateur, ça peut être de traiter un texte ou d'aller sur Internet. Alors que si l'on considère la nature en son sens anthropique, c'est-à-dire
au sens de tout ce qui n'est pas produit par des êtres humains. Dans ce cas-là, ça n'a aucun sens de parler de nature d'un ordinateur. On dirait dans ce cas-là qu'un ordinateur, c'est une production culturelle, au sens où elle est produite par des hommes, et non une production naturelle, au sens où elle est engendrée par la nature, sans intervention humaine. Donc voilà, bien faire attention à distinguer ces trois sens du concept de nature. Donc maintenant, il va être intéressant d'aller un peu explorer quelles ont été, à travers l'histoire et les différentes cultures, les conceptions, ou plutôt les philosophies qu'il y a eu autour de la nature. Comment est-ce qu'on a pensé ce concept-là? Donc l'idée, ça va être d'aller voir comment ce concept a été pensé dans la philosophie dite antique, ou plutôt occidentale antique, par les gréco-latins, et particulièrement en se penchant sur les philosophies d'Aristote et de Cicéron, deux penseurs notoires de cette période-là. Ensuite, nous verrons comment ce concept peut être pensé à partir d'une définition assez similaire, de tirer d'une définition assez similaire des conséquences très différentes du côté de la philosophie chinoise taoïste, notamment chez Lao Tzu et Huang Tzu, pour enfin finir par notre conception moderne de la nature, voir comment au final la conception moderne a rebondi sur la conception latine de la nature pour en tirer le concept qu'on a aujourd'hui et qui mériterait d'être révisé au vu des enjeux environnementaux qui se présentent à nous aujourd'hui et au vu de l'avancée scientifique. Bref, commençons par le concept de physis chez les Grecs. Donc, le concept de physis, c'est le concept qui est traduit aujourd'hui par le terme de nature. C'est un terme qui est arrivé assez tard dans l'histoire des langues, au sens où si les premiers mots sont arrivés au 3e millénaire avant Jésus-Christ, le terme de nature, il est arrivé entre le 6e, ou plutôt le terme de physis, il est arrivé entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, pour vous le situer, 3e millénaire avant Jésus-Christ, nous sommes au début des premières cultures humaines, alors que le 6e et 4e siècle grec avant Jésus-Christ, on est au temps du siècle de Solon, du siècle de la démocratie grecque. Donc, les cultures occidentales ont déjà parcouru un petit chemin avant que le terme de nature arrive. Et c'est même tout à fait intéressant d'en parler d'un point de vue philosophique, puisque les premières traces écrites que l'on a du terme de physis, on les trouve dans les textes d'Héraclite et d'Aristote, deux éminents philosophes de l'époque. Et dès Aristote, le terme de nature va être d'emblée polysémique, puisque Aristote va considérer que le terme de physis se rapporte à quatre choses, en écho à la théorie des quatre causes, qu'il développe dans son livre La physique, et plus tard dans ses traités de métaphysique. Les quatre choses auxquelles renvoie le concept de nature chez Aristote vont être tout d'abord le processus par lequel une chose évolue, qui renvoie à sa cause finale, c'est-à-dire le processus vers quoi une chose tend. On va prendre un exemple juste après. Ensuite, le principe qui fait évoluer une chose, c'est-à-dire sa cause formelle, c'est-à-dire, voyez ça comme ce à quoi ressemble une chose une fois qu'elle aura fini d'évoluer et donc de se transformer, pardon. Et donc le principe qui fait qu'une chose va devenir ainsi et pas autrement. C'est par exemple, je vais prendre un exemple plutôt que prévu, mais par exemple, la cause formelle, à savoir le principe qui fait évoluer une chose, si jamais la chose est une maison, sa cause formelle sera, par exemple, le plan de la maison. Puisque les charpentes, les murs, l'électricité, l'agencement des pièces, tout ça, etc., va être pensé pour ressembler à une maison, pour avoir la forme d'une maison à chaque fois.
Donc, c'est à bien distinguer de la cause finale de la maison qui va être d'habiter dedans, le fait d'offrir à un humain ou à d'autres animaux un certain refuge. Sa cause formelle, c'est ce qui fait qu'elle va avoir une apparence de maison. Donc voilà pour les deux premiers sens de nature. Ensuite vient le principe de son mouvement, c'est-à-dire sa cause motrice. Dans le cas de notre maison, le principe de son mouvement, ça va être tout simplement les ouvriers qui vont être à l'œuvre pour la construire, qui font aussi d'une certaine manière partie de la nature de cette maison. Et enfin, la cause matérielle, c'est la matière dont la chose est faite, les constituants, disons, donc les briques, le bois pour la charpente, le carrelage pour le sol, le marbre si la maison a beaucoup de moyens. Euh, Tout cela va faire partie de la nature de la maison. Euh, Bien sûr, ces différentes natures peuvent parfois se regrouper dans certains cas. Et prenons un exemple plus classique chez les philosophes, un arbre. Euh, Quelle est la nature de l'arbre selon la théorie aristotélicienne, pour bien la comprendre? Un arbre va évoluer de façon à pouvoir acquérir le plus de nutriments possible pour assurer sa survie. Donc la nature de l'arbre, c'est de croître, c'est de grandir, c'est de se maintenir en vie. Et ça, c'est sa cause finale, c'est-à-dire son but, ce vers quoi l'objet tend. La nature de l'arbre, c'est de continuer à vivre, et donc, pour cela, de continuer à amasser des nutriments et à grandir pour récolter le plus de soleil possible. Ce qui fait qu'elle évolue par contre, ça va être sa structure biologique, ou plutôt sa structure biochimique, qui lui permet de convertir les nutriments et les gaz qu'il va absorber, par notamment un phénomène de photosynthèse par exemple, en écorce, en feuillage, en racines. Ça va être sa... Je ne sais pas si on peut parler d'anatomie dans le cas d'un arbre, mais en tout cas, c'est ces fonctions biologiques qui vont convertir les nutriments en matière qui vont lui permettre d'assurer sa cause finale. Mais ce n'est pas sa cause finale, c'est sa cause formelle, au sens où c'est par l'intermédiaire de transformer des nutriments en feuillage, par exemple, que l'arbre va ressembler à ce qu'il est, qui va prendre sa forme. Donc, c'est sa nature, cette cause formelle, au sens où c'est ce qui fait que cet arbre aura cette forme et pas une autre. D'une certaine manière, on peut aussi dire que l'énergie qu'il absorbe des rayons du soleil lors de la photosynthèse, ou celle qui puise du sol ses racines, lui confère une force de croissance qui est naturelle pour lui. C'est dans ce sens qu'on parle qu'il est naturel pour l'arbre de grandir par photosynthèse. Enfin, selon Aristote, les éléments qui composent l'objet en question constituent aussi en un sens sa nature. C'est-à-dire que le bois, le bois dont le tronc est constitué, les feuilles par lesquelles il va capter la lumière, etc., sont des parties naturelles de l'arbre. Ça fait partie de la nature de l'arbre d'être composé d'un tronc, d'arbres, de racines, etc. Mais on remarque ici que certains sens de nature semblent être plus intimement liés à cet arbre, ou plutôt à ce qui fait que cet arbre est ce qu'il est, et qu'il n'est pas autre chose, qu'on parle d'un arbre et pas d'une chaise, et pas d'une maison, etc. Et donc, si on peut continuer à parler de nature malgré cette espèce d'asymétrie entre les différents sens de nature, c'est parce que pour Aristote, il est important de bien faire la distinction entre ce qui est en acte et ce qui est en puissance. La puissance, pour le dire relativement rapidement, correspond à ce qui vient permettre la réalisation d'une chose ou d'une action, sans pour autant que cette chose ou action soit accomplie. Par exemple, un chanteur va être en puissance en train de chanter s'il n'est pas actuellement en train de chanter, mais qu'il a de l'entraînement, qu'il a des connaissances, qu'il connaît le morceau, qu'il s'est déjà entraîné à le faire, et donc qu'il a la possibilité concrète de chanter son morceau, mais qu'il n'est actuellement pas en train de le chanter. Alors qu'à l'inverse, personnellement, je n'ai aucune capacité de chanteur, et si jamais j'essaie d'imiter une mélodie avec ma voix,
le son sera plus proche d'un couteau qui va racler une assiette qu'un opéra, ce qui fait que je ne suis pas, pour ma part, chanteur en puissance. Ce qui vient distinguer le grand chanteur de moi, c'est toutes ses capacités qui font que lui chante en puissance, alors que moi, je suis bien incapable de chanter en puissance. A l'inverse, quand on parle d'acte, ça correspond à la chose ou à l'action une fois qu'elle est réalisée. Pour suivre notre exemple, c'est lorsque le chanteur va émettre la première voix de sa mélodie et qui va entamer son morceau, qui va passer de chanteur en puissance à chanteur en acte. Et donc pour revenir à la nature, lorsque l'on parle de la matière d'une chose ou qu'on parle de la cause qui fait qu'elle est en train de se constituer, nous parlons de sa nature en tant qu'elle est en puissance. Alors que quand je parle de la structure biochimique de l'arbre ou de sa cause finale, c'est-à-dire ce à quoi elle tend, pour rappel, la cause finale d'un arbre, pour Aristote, ce serait de se maintenir en vie. Dans ce cas-là, je parle de sa nature en tant qu'elle est en acte. Donc, puisque toute chose a une nature, voire même plusieurs, comme on l'a vu, l'homme n'échappe pas à cette règle. Or, nous avons dit qu'avoir une nature, c'est suivre un processus qui nous fait évoluer vers une certaine finalité, entre autres. Par exemple, la finalité d'un cœur, ça va être de faire circuler le sang. La nature du cœur, donc, c'est de faire circuler le sang dans un certain organisme. Mais les choses vont satisfaire plus ou moins bien cette finalité. On peut avoir des cœurs plus ou moins défaillants, donc ils vont remplir plus ou moins leur nature, ce pourquoi ils existent. Et de la même manière, selon la conception aristotélicienne de la nature, les êtres humains également tendent vers une certaine fin qu'ils vont plus ou moins bien satisfaire. Et c'est là que va être le pont entre la nature et l'éthique. Puisque chez Aristote, l'éthique, ou plutôt un être humain vertueux, c'est un être humain qui accomplit le mieux possible ce pourquoi il a été fait, en développant le mieux possible ses capacités qui lui permettent de satisfaire cette finalité. Donc de développer le plus de facultés, le plus de moyens qui vont lui permettre d'atteindre cette fin. Mais quelle est cette fameuse finalité qui correspond à la nature humaine, enfin plutôt qui est de l'ordre de la nature humaine, rappelons-le pour Aristote. Commençons par poser la distinction que fait Aristote des finalités dans l'ordre du vivant qui sont relatives aux différents modes de vie, des trois classes du vivant. Pour Aristote, la finalité du végétal, comme on l'a vu, c'est de chercher à vivre et de continuer à croître. C'est un mode de vie qu'on dit nutritif. Pour l'animal, qui suit un mode de vie sensitif, cette finalité sera non seulement du fait de vivre, mais de vivre en ressentant un certain plaisir. Leur but ne sera pas, ou plutôt le but d'un animal, selon Aristote, ce n'est pas juste de se maintenir en vie, comme le fait un arbre, c'est également de chercher à acquérir du plaisir lorsqu'il se maintient en vie. Il va vers le plaisir et il évite la souffrance. Et quant à l'homme, dont le mode de vie se distingue des deux autres, quant à l'homme, son mode de vie se distingue des deux autres en cela qu'il est un animal rationnel. Ainsi, l'homme bon, l'homme vertueux, sera celui qui sait se servir de sa rationalité, tant pratique que théorique, car il en est de sa nature. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que Aristote va essayer de déterminer quelle est la finalité, quelle est donc la nature de ces trois modes du vivant en fonction des capacités qu'ils ont. C'est-à-dire que Aristote va observer par exemple que les plantes vont tendanciellement chercher à vivre le plus longtemps possible et à développer le plus de moyens toujours tournés vers le fait de vivre. Mais le fait de vivre, pour un organisme végétal, ça ne sert à rien d'autre qu'à se maintenir en vie. C'est pour ça qu'il va parler de cause finale, de but ultime pour la vie d'une plante, qui est de vivre. Alors qu'à l'inverse, un animal, il ne va pas chercher à vivre pour vivre. Lorsqu'il est en vie, l'animal, selon Aristote, va
chercher à acquérir le plus de plaisir possible et donc à éviter ce qui le fait souffrir. Mais pourquoi est-ce qu'il cherche à ressentir du plaisir? Parce que c'est agréable et rien de plus. Donc cela va être, son mode de vie plutôt va correspondre à cette finalité-là. C'est un mode de vie sensitif au sens où ce sont ses sensations qui lui guident son mode de vie. Et l'homme, contrairement au végétal et à l'animal, non seulement vit, mais sent, mais surtout possède une raison. Et donc c'est en cherchant à développer le mieux possible sa raison, tant pratique que théorique, encore une fois, que l'homme va développer des vertus et donc pourra atteindre un bonheur qui sera encore plus grand qu'un simple plaisir ou qu'une simple possibilité de continuer à exister. Voilà pourquoi voilà le lien entre l'éthique et la nature humaine. Donc on le voit, on est clairement ici dans une conception ontologique de la nature, au sens où est naturel ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est et pas autre chose, ce qui est de l'ordre de l'essence de la chose. À côté de cette conception aristotélicienne de la nature, va en être une autre. Le philosophe et orateur romain Cicéron va proposer une nouvelle approche de ce qu'il appelle la nature, cette fois-ci en opposition avec ce qui est de l'ordre de la culture. Cette définition que l'on avait évoquée lors de l'introduction comme une conception anthropique de la nature va donc faire une distinction nette entre d'un côté les choses en tant qu'elles sont et évoluent indépendamment de l'activité des hommes, la nature, et les choses et les actes qui correspondent à l'ensemble de ce qui est produit et accompli par les hommes, la culture. Et cette distinction, elle va être importante d'autant plus que Cicéron est un orateur romain. Autrement dit, c'est un homme politique. C'est quelqu'un qui réfléchit à comment gouverner et organiser une société. Et cette distinction, elle est à la base d'une différence entre ce sur quoi nous avons le contrôle, à savoir la culture, et ce qui échappe à l'action des hommes, à savoir la nature. Autrement dit, le législateur devra se concentrer avant tout sur la culture en oubliant la nature quand il fait ses lois. Il ne doit pas viser à légiférer sur la nature des choses, mais sur les productions et les actions humaines. Il devra se concentrer sur la guerre, sur le commerce, il devra se concentrer sur l'éducation, etc., etc. Mais malgré tout, chez certains penseurs, par exemple chez les stoïciens, bien que la nature soit ce sur quoi nous n'avons pas de contrôle, la nature sera présentée comme un modèle de vertu. Et donc apparaît un débat parmi les philosophes antiques entre deux concepts de nature, un sens large qui renvoie à l'essence de toute chose ou à l'univers pris comme un tout, et un sens plus étroit qui renvoie à la nature comme environnement naturel qui sous-entend la distinction, plutôt qui implique cette distinction entre d'un côté la nature et de l'autre côté la culture. À peu près à la même période, dans le pays de Chu, situé au sud-est de la Chine actuelle, un sage du nom de Lao Tse va proposer une approche différente de ce concept de nature qui sera par la suite reprise et développée par son école, les taoïstes. Dans le Tao Te Ching, Lao Tse écrit « L'homme a la terre pour règle. La terre se règle sur le ciel sur le Tao sur le Tze Chan. » Alors, que signifie ce concept de Tze Chan? Bien, étymologiquement, le Tze, associé au Jan, est un pronom qui signifie soi-même, en référence au sujet de l'expression. Et le Jan signifie ainsi, en référence à l'état actuel du sujet. Ainsi, pris ensemble, le Tze Jan signifie donc soi-même en tant qu'il est ainsi, autrement dit, soi-même dans ce qui le caractérise fondamentalement. Donc bien qu'il est progressivement devenu le terme servant aujourd'hui de traduction au concept de nature occidentale au sens de l'environnement naturel, à l'exception des hommes et de leur production, il signifie chez Lao Tse, dans le chapitre 7 de son ouvrage du même nom, le fait d'être libéré de la domination du législateur. Et chez Huangzi, l'un des grands éminents disciples de Lao Tse et l'une des grandes figures du taoïsme, la libération des pensées subjectives de l'acteur.
Ainsi, on voit que le concept de Dzogchen signifie avant tout ce qui nous caractérise fondamentalement par-delà ce que l'on peut penser de nous-mêmes, par-delà nos pensées subjectives. Et cette libération, ce concept de libération que l'on retrouve chez Huang Tzu plus tard, vient fonder le comportement du sage sur le fait de se libérer de nos pensées subjectives fausses, de nos a priori sur nos actions, de se libérer donc de ces pensées pour laisser agir notre véritable nature. Ainsi, le Dzogchen, tel que caractérisé par les taoïstes, signifie donc le fait de se laisser agir par ce qui nous caractérise fondamentalement. Mais de manière plus générale, ce concept de Dzogchen signifie avant tout deux choses. Il est à la fois la loi dernière qui dicte à l'univers sa façon d'être, au Tao, c'est-à-dire au yin et au yang, au ciel et à la terre, aux végétaux comme aux animaux, c'est-à-dire les deux parties de l'univers contradictoires, mais qui s'associent ensemble pour former un tout harmonieux, même si pris individuellement, elles semblent chaotiques, et à la fois la dynamique intrinsèque aux êtres qui guide leur bon développement. Le Dzogchen correspond ainsi au point que l'on atteint une fois que l'on a remonté les causes expliquant ce qui est, car le Dzogchen en lui-même n'est cause de rien et s'autoproduit, il s'auto-organise. Mais c'est en essayant de comprendre pourquoi chaque chose est et comment elle se meut, que l'on va petit à petit, au fur et à mesure de nos investigations, remonter à ce concept dernier qui sert de point de touche à notre connaissance et à l'explication de l'univers, à savoir le Dzogchen. Comme l'écrit Lao Tzu, il y a d'abord l'un, le Dao, guidé par le Dzogchen, qui se divise en deux pour former d'un côté le yin, associé à la nuit, et de l'autre côté le yang, associé au jour. Ensuite, cette dualité se fragmente et se divise en la multitude des choses existantes en ce monde. Pour citer Lao Tzu, le Tao engendre l'un, qui engendre le deux, qui engendre le trois, qui engendre les 10 000 êtres. Ce concept de 10 000 êtres est un terme récurrent chez Lao Tzu puisqu'il correspond à la multitude et à l'infinie diversité des choses qui existent en ce monde. Mais de cette citation, on comprend que les 10 000 êtres ne sont pas arrivés au hasard, comme ça, que leur fragmentation vient à l'origine d'un certain ordre. Il vient du Tao, dont la dynamique se trouve organisée par le Dzogchen. Et c'est puisque ce Dao, qui était à l'origine un, s'est fragmenté en yin et yang, en une complémentarité qui s'associe et qui permet de retrouver ce tout harmonieux, à savoir le Tao. Et cette dualité s'est elle-même fragmentée pour donner le 3, puis les 10 000 êtres. Mais cette fragmentation successive se rapporte toujours au Tao, à l'un. C'est pourquoi le Dzogchen s'incarne dans chaque chose qui compose ce monde, mais s'incarne en chaque chose qui compose ce monde en tant qu'elle s'intègre dans l'univers et qui interagit selon la loi de la nature. Autrement dit, c'est parce que le Dzogchen est présent dans chaque chose que, en suivant sa dynamique de développement interne, elle peut s'harmoniser avec les autres choses qui composent le cosmos pour former le Tao, pour retourner à l'harmonie du monde. La nature, ou plutôt le Dzogchen, ne caractérise donc pas l'environnement non anthropique comme chez Cicéron. Ce qui caractérise fondamentalement le Dzogchen, c'est le processus par lequel les choses se meuvent spontanément et par lequel les choses sont bonnes. Comme chez Aristote, on retrouve ici l'idée d'un bien qui viendrait de la nature profonde de chaque chose. Selon les philosophes taoïstes, c'est en agissant conformément à notre instinct, notre Dzogchen, que nous sommes libres. En effet, puisqu'en agissant conformément au Dzogchen, nous n'agissons pas du fait d'une cause externe, mais en suivant notre processus interne, se couper des lois humaines et artificielles et de tout acquis culturel en suivant notre intériorité permet ainsi d'agir conformément aux principes premiers de l'univers et ainsi de participer à l'harmonie du monde. Car ne l'oublions pas, c'est lorsque le Tao s'est fragmenté que le Dzogchen s'est transféré dans toutes les choses et que toutes les choses se sont mises à agir de concert pour favoriser l'harmonie du tout. Mais chez les taoïstes se trouve ainsi un grand respect et une grande admiration pour la nature, qui s'oppose cette fois-ci aux artefacts culturels.
Et donc on peut en un certain sens retrouver ce sens de nature ou de Dejan en opposition à l'environnement culturel, au sens où les conventions humaines et les productions culturelles dénaturent l'homme, elles l'écartent de sa voix et l'empêchent de favoriser l'harmonie du tout. À côté de ces deux philosophies de la nature que nous avons évoquées précédemment, on existe une troisième. Cette troisième s'est largement développée et diffusée à partir de l'époque dite moderne. Cette période dite moderne en philosophie correspond à la période qui est née de la révolution philosophique et scientifique qui opéra tout au long du XVIIe siècle et qui marqua un véritable changement dans la façon de concevoir et d'étudier la nature. Cette philosophie, principalement portée par des penseurs et scientifiques tels que Francis Bacon, Newton, Galilée ou Descartes, a eu pour objectif de réformer la connaissance scientifique du monde en y amenant principalement une nouvelle approche dite empirique. Une approche qu'on dit empirique en philosophie, c'est une approche qui donne le primat à l'observation et à l'expérimentation, de façon à pouvoir étudier les lois qui opèrent dans la nature. Cette nouvelle approche empirique, c'est pas pour dire qu'on n'observait jamais avant. Très clairement, quand on regarde les écrits zoologiques d'Aristote, il y a une importance prépondérante à l'observation. On voit clairement qu'Aristote disséquait des animaux pour établir des ressemblances entre les organes, etc., etc. Mais au XVIIe siècle, les techniques d'observation se sont énormément développées. On peut dire que le vrai début de la révolution scientifique, c'est pas le fait d'avoir une nouvelle méthode d'observation, c'est notamment le fait de développer, en tout cas dans le cas de l'astronomie, la lunette astronomique par Galilée, qui a permis de ne plus observer les étoiles à l'œil nu, mais d'augmenter considérablement la portée de nos observations, puisqu'on a pu développer certains outils qui permettaient de regarder bien plus loin et bien plus spécifiquement les trajectoires des corps célestes. Et c'est pour ça que c'est vraiment le développement de la lunette astronomique par Galilée qui a permis de remettre en question l'hypothèse géocentriste, à savoir que la Terre était placée au centre de l'univers, de la faire tomber et de la remplacer par une hypothèse héliocentriste qui postulait que le Soleil était au centre du système solaire. Cela a ainsi permis de comprendre que la Terre sur laquelle nous vivons n'était donc pas un astre fondamentalement différent des autres qui étaient situés dans le système solaire, tant dans leur composition que, et surtout, par le mouvement que suivaient ces astres. Mais ce qui va fondamentalement modifier notre conception de la nature, après cette révolution scientifique, c'est le fait que la nature ne va plus être considérée selon un processus de développement interne et immanent, comme avec les causes finales d'Aristote, ou l'appartenance de chaque chose à la nature ou au Tao, comme dans l'école taoïste. La nature va avant tout être étudiée de par les régularités qui vont être observées. C'est-à-dire que, à force d'observer des astres, Newton va par exemple étudier le mouvement inertiel qui va permettre à toute chose de se déplacer. Et en tout cas, chez Newton, ce mouvement inertiel, ce n'est pas une force immanente aux choses, c'est tout simplement la retranscription abstraite d'un mouvement commun à tous les astres. Et donc, ce qui est fondamental, c'est le fait de pouvoir mathématiser la nature. On considère que la nature, au niveau fondamental, est uniforme, puisque mathématisable. Elle se passe toujours de la même manière. Mais alors, on va se poser un nouveau problème. Comment expliquer cette uniformité des forces à l'œuvre dans la nature ? Qu'est-ce qui fait que les choses continuent à être ce qu'elles font et que du coup, nos équations vont continuer à décrire le cours des choses alors qu'on ne peut pas observer ce qui se passera à l'avenir ? Pour le dire autrement,
Jusqu'à présent, nous avons observé tout un tas de phénomènes, il s'est passé plein de choses qui semblaient plus ou moins similaires, mais comment être sûr que ça continuera toujours à se passer comme ça et que notre équation continuera à être applicable à l'avenir? Eh bien, par exemple, Descartes va avoir une réponse très simple. Le cours de la nature est uniforme parce que la volonté divine est parfaite, et puisque parfaite, la volonté divine est stable et constante. C'est donc une volonté divine parfaite et continue qui assure à la nature son uniformité et donc la possibilité de l'étudier. Mais revenons un peu sur la philosophie cartésienne pour bien comprendre l'intérêt de cet argument. Nous sommes en plein contexte de réflexion autour d'une nouvelle méthode qui permettra de refonder toutes nos connaissances. En effet, la problématique de Descartes va être que nous sommes dans une période où la plupart des connaissances acceptées sont au moins compatibles, sinon proviennent des Écritures saintes. Mais c'est une méthode qui paraît scandaleuse à Descartes, qui, rappelons-le, veut appliquer la méthode empiriste, veut se baser strictement sur l'observation et la mesure pour étudier le cours de la nature. Donc, comment faire la distinction entre ce qui est considéré comme une connaissance qui s'avère être vraie de d'autres propos qui ont été tenus pour vrais mais qui se sont révélés par la suite être faux? Comment, dans cet océan d'incertitude, distinguer le vrai du faux? Quelle méthode permet de le faire? Dans les méditations métaphysiques, l'idée de Descartes va être assez simple. Il va mettre au point ce qu'il appelle son doute méthodique. L'idée, ou plutôt le but de cette méthode sera de trouver un point de départ indubitablement certain dont l'assurance pourrait être transmise à l'ensemble de l'édifice de nos connaissances. Le but sera donc de douter de tout ce qu'il est possible de douter jusqu'à trouver un point qui pourrait servir de point de départ. Alors, suivons un peu le déroulement de pensée cartésien. Comme je l'ai dit, dans le passé, il nous est déjà arrivé de nous rendre compte que certaines choses que nous avons entendues et tenues pour vraies se sont révélées être fausses. Il est donc possible de remettre en question l'ensemble de ce qu'on nous a dit. Je ne sais pas, par exemple, quand j'étais petit, on m'a déjà dit que le Père Noël existait. Or, j'ai appris plus tard que c'était faux. Donc, je remets en question l'existence du Père Noël, je remets en question l'existence d'Emmanuel Macron, que j'ai jamais rencontré. Peut-être qu'il n'existe pas, peut-être qu'au fond, Emmanuel Macron est une sorte de Père Noël pour adultes. Donc, je peux remettre en question tout ce que j'ai entendu et que je n'ai jamais vu. Pour pousser le doute encore plus loin, je me suis déjà rendu compte que je m'étais trompé en pensant apercevoir quelqu'un. Je me suis déjà trompé en pensant qu'on m'appelait dans la rue. Je me suis déjà trompé en pensant voir quelque chose, alors qu'en fait, en m'approchant, en y regardant de plus près, cette chose n'avait rien à voir avec la façon dont je l'avais aperçue. Descartes dit par exemple que nous pouvons apercevoir une tour au loin, penser que cette tour est ronde et en nous approchant de cette tour, nous rendre compte qu'au final, cette tour était carrée. Donc, par l'intermédiaire de nos sens ne sont pas fiables. Une apparence de rondeur peut s'avérer être carrée. Donc, on peut aussi remettre en question tout ce qu'on a déjà perçu. Qu'est-ce qui reste? Il reste des vérités mathématiques. Mais est-ce qu'on peut aussi remettre ça en question? Oui. Je sais que 2 plus 2 égale 4, parce que je l'ai toujours appris, parce que je l'ai appris à l'école, parce qu'on me l'a toujours répété, mais je ne l'ai jamais démontré personnellement. Peut-être que 2 plus 2 pourrait ne pas faire 4. Les géométries non euclidiennes ont déjà démontré qu'on pouvait penser autrement que les géométries euclidiennes, et donc qu'elles auraient pu s'avérer fausses dans certains contextes. Peut-être que je peux même penser que moi-même je n'existe pas, peut-être que rien n'existe, moi inclus. Mais
est-ce que je peux vraiment penser que moi, je n'existe pas? En effet, quand je suis en train d'appliquer tout mon doute méthodique, quand je doute de ce que j'ai entendu, de ce que je me souviens avoir perçu, de ce que je perçois actuellement, à chaque fois, je doute. Il y a quand même une activité de remise en question de tout ce qui se présente à moi et ce qui s'est présenté à moi dans le passé. Or, si je doute, c'est qu'il y a un je qui doute et qui ainsi pense. Donc, si je doute, c'est que je pense. Et si je pense qu'il y a un je, c'est que je suis. Je pense, je suis, disait Descartes. Ainsi, le doute méthodique de Descartes a permis de prouver que toutes nos connaissances peuvent être remises en question à l'exception d'un je suis qui, lui, est indubitablement certain. Autrement dit, on peut douter de tout sauf de nous-mêmes. Ou plutôt, on peut douter de tout sauf du fait que nous existons. Ceci est indubitablement certain. Poussons maintenant le raisonnement un peu plus loin. Je suis sûr que je suis, puisque je pense, et je suis sûr que je pense, puisque je doute. Voyons si ce je pense, donc je suis, peut nous servir de point de départ pour refonder la connaissance. Si j'inspecte l'ordre, si jamais je regarde un peu comment mes différentes idées me sont venues, je vois que la plupart de mes idées m'ont été données par l'intermédiaire de mes sens. Si jamais je sais ce qu'est un chat, plutôt si jamais j'ai l'idée d'un chat, si jamais je peux me le représenter, c'est parce que j'en ai déjà perçu, en tout cas il m'a déjà semblé en percevoir dans le passé. Si jamais j'ai l'idée de ce qu'est un lit, c'est parce que j'en ai déjà perçu dans le passé. De la même manière, des choses que je n'ai jamais vues dans le passé me viennent en tête parce que je les assemble d'autres choses que j'ai déjà vues dans le passé. Par exemple, je peux imaginer certaines chimères comme des dragons. Mais quand j'imagine un dragon, qu'est-ce que j'imagine? J'imagine une créature qui ressemble à un serpent avec des ailes d'oiseau et des griffes d'oiseau. Donc au final, même si jamais je n'ai jamais vu, par l'intermédiaire de mes sens, de dragon dans le passé, j'ai déjà vu toutes les parties qui les composaient, et dans ma tête, je les ai mises ensemble pour m'imaginer un dragon. Donc, tout ce que je suis capable de m'imaginer, je ne suis capable de me l'imaginer que parce que je l'ai déjà perçu, ou en tout cas j'en ai déjà perçu des parties auparavant. Ceci semble fonctionner à peu près bien pour toutes les idées que nous avons, à une exception quand même, l'idée d'infini. Si on ne voit que des choses particulières et finies dans le monde, d'où nous vient cette idée d'infini? Eh bien, pour Descartes, la seule chose que je sais me représenter qui est infinie, c'est Dieu lui-même. Il faut donc que Dieu existe, qu'il soit parfait et infini, pour pouvoir expliquer d'où me vient cette idée d'infini. C'est pourquoi plus tard, dans un autre texte, le traité du monde et de la lumière, Descartes écrira que la continuité du cours du monde, ce qui permet d'expliquer son étude et sa représentation par des lois mathématiques constantes, est assurée par la continuité de la volonté divine, qui est ainsi maître et possesseur de la nature, au sens où elle lui dicte ses lois. On a prouvé que Dieu existe, puisque lui seul, plutôt parce que c'est la seule explication possible à cette idée qu'il existe quelque chose d'infini, puisque nous ne l'avons jamais perçu par nos sens. Et donc ce Dieu, qui a la caractéristique fondamentale d'être infini, est à l'origine du cours des choses. C'est parce qu'il le veut, ou plutôt c'est parce que la volonté divine est constante, que les choses le sont également, et qui donne une assise à notre étude mathématique de la nature. C'est parce que la volonté de Dieu est constante que l'on peut postuler que le cours de la nature est également constant. Alors les hommes, en tant que sujets connaissants, doivent être, pour citer le discours de la méthode, comme maîtres et possesseurs de la nature. Maîtres et possesseurs de la nature au sens où ils doivent saisir le geste de volonté divine en tant qu'ils légifèrent sur les choses pour en saisir le cours et pouvoir l'utiliser à leur guise, dans la technique, mais la technique militaire et industrielle certes, mais également la technique médicale.
Mais s'il est comme maître et possesseur de la nature, il n'est pas maître et possesseur de la nature. Ce n'est pas lui qui dicte le cours constant des choses. Il est comme maître et possesseur de la nature. Et tout est en ce comme, au sens où celui qui est réellement maître et possesseur de la nature, c'est Dieu. L'homme ne légifère pas sur les choses. Il comprend le geste de légifération des choses. Il n'est pas juge, il est juriste. Il comprend comment la nature fonctionne pour pouvoir l'utiliser à sa guise. Quelle est alors la conception de la nature des modernes, pour renouer avec notre propos? Donc, puisque Dieu légifère sur toute chose selon des lois abstraites, est-ce qu'il s'agirait d'une conception cosmologique de l'univers où chaque chose, au final, est compris, la nature plutôt, est l'ensemble de toutes les choses qui existent dans l'univers? Eh bien non. Comme nous l'avons vu, la nature correspond au cours des choses telle qu'elle est réglée par un Dieu transcendant, c'est-à-dire un Dieu qui existe en dehors du monde, qui vient le régler de l'extérieur selon sa volonté infinie. Mais il existe malgré tout un dualisme entre d'un côté le divin et de l'autre de la nature. On a d'un côté ce qui est de l'ordre de la divinité et de l'autre côté ce qui suit un cours constant et qui est produit par Dieu. Quand je parle de dualisme, j'entends qu'il existe deux choses qui existent sur un plan séparé de l'existence, à savoir le divin et le naturel. Mais cette dualité entre le divin et le naturel en cache une seconde. Car, comme on l'a vu, l'hypothèse que la légifération divine... Car, comme nous l'avons vu, l'hypothèse de la légifération divine va de pair avec l'idée d'un sujet connaissant, le fameux « je pense » qui nous servait de point de départ, mais qui n'est lui-même situé nulle part dans l'espace, puisqu'il perçoit l'espace de l'extérieur. Distingue va donc distinguer dans la 6e méditation ce qui est de l'ordre de la res extensia, c'est-à-dire l'univers spatio-temporel, les choses en tant qu'elles sont étendues dans l'espace et dans le temps, et qui sont soumises aux lois de la nature, c'est-à-dire au cours régulier des choses qui suivent la volonté divine, et la res cogitans, qui n'est étendue que dans le temps, mais qui se trouve en dehors de l'espace. On retrouve ainsi d'une certaine manière le dualisme nature-culture de Cicéron, puisque Descartes, en posant la distinction entre la chose étendue dans l'espace et la chose cogitante, la chose qui est réfléchissante, l'esprit d'un côté et la nature de l'autre, ramène cette forme de dualisme. Ainsi, comme nous l'avons vu dans ce bref panorama naturel, le concept de nature s'est vu être caractérisé de bien des manières au fur et à mesure des âges et des cultures. D'un terme qui se révèle être polysémique, nous avons vu que la façon dont les différentes définitions et les différentes conceptualisations vont être articulées vont pouvoir cacher différents présupposés et déterminer différentes éthiques. Mais alors, pour renouer avec nos problématiques contemporaines, que dire sur notre conception contemporaine anthropique de la nature? Eh bien, j'aimerais finir par deux choses. La première est que, on l'a vu, le fait que la maîtrise et l'exploitation de notre environnement et pour conséquence d'impacter, comme une sorte d'effet feedback, notre environnement humain, montre que le fait de tracer une distinction nette entre d'un côté la nature et de l'autre côté la culture est à relativiser. De plus, le fait de pouvoir étudier naturellement et quantitativement les comportements et mécanismes cognitifs humains a ainsi effet de devoir réancrer le sujet connaissant cartésien dans la nature, dans son corps, de façon à ce que la construction d'un environnement humain ne puisse se faire indépendamment d'une prise en considération de l'environnement non humain. Mais comme nous l'avons vu, refuser de concevoir la nature comme tout ce qui n'est pas humain ne nous contraint pas à rejeter le terme de nature, mais plutôt à le reconsidérer sous un plan ontologique ou cosmologique qui réancre cet individu humain et son environnement dans le tout plus large de la nature. Je vous remercie pour votre écoute si vous êtes arrivé jusqu'ici. J'aimerais pour finir m'excuser. L'enregistrement de ce podcast a rencontré différents problèmes techniques, ce qui fait que vous avez dû le remarquer. La qualité audio des différentes parties a sûrement varié d'une piste à l'autre.
mais ce sont des problèmes qui seront amenés à être résolus au fur et à mesure des podcasts. Et c'est pour cela que je vous souhaite une bonne journée et en vous disant à très bientôt. Au revoir.